aujourd'hui, on a vu que les dernières évolutions sont quand même assez significatives et somme toute assez rapides. Oui, 7% d'ajustement de la parité sur un mois, à peu près. Ça dépend quelle date on prend, parce que les mouvements étaient assez rapides, assez violents. Mais enfin, si vous regardez sur un mois glissant, là, vous êtes à peu près à 7% de baisse de l'euro contre dollar. Qu'est-ce que ça induit ? C'est plutôt, sur le plan macroéconomique, c'est plutôt positif pour la zone euro. On s'est tous inquiétés de voir le mouvement inverse se dessiner à certains moments cette année. Donc ça, c'est plutôt positif pour la zone euro dans son ensemble. Quand même, une divergence de politique monétaire entre euro et US, en soi, cela me préoccupe. C'est pour moi un facteur qui est un facteur de volatilité supplémentaire. On le voit bien, on le voit pas encore, je trouve, de manière très nette sur la sphère action. On le voit bien sur la sphère obligataire, où vous avez sur quelques jours un effet de divergence de pratiquement 30 points de base sur le 2 ans, mais aussi sur le 10 ans. Et donc cette divergence des politiques monétaires qui est en train de vraiment de se contaminer sur les courbes de taux pourrait être source, je pense, de pas mal d'évolutions chaotiques quelque part entre maintenant et le début de l'année prochaine. Je trouve normal, et j'adhère complètement au discours sur le tassement de la croissance mondiale et le fait qu'aujourd'hui l'Amérique dans son ensemble doive relever ses taux d'intérêt. J'ai quand même une certaine sensibilité à avoir deux banquiers centraux majeurs aujourd'hui prendre des positions divergentes à horizon décembre, ça me rend un peu prudente. Et ça vous rend prudente, et vous, parce que vous craignez un impact sur les actions, des décrochages, parce qu'en plus il y a un manque de liquidité, une crise de liquidité aujourd'hui sur le marché aussi. Enfin, voilà, quelles conséquences concrètes vous attendez et comment vous arbitrez du coup dans votre allocation? Alors on a beaucoup bougé, je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours. On a beaucoup bougé, on a considéré qu'une grande partie, en particulier du fort mouvement correctif d'octobre, était gonflée de manière un peu artificielle par les attentes des marchés sur les banquiers centraux. Trop d'attentes de baisse de taux, de quantitative easing du côté de la BCE, et finalement un relèvement fait qui est partiellement pricé, parce que quand on regarde les indicateurs, on est à 70% de pricing. Or moi je considère qu'on est à 100% de chance de monter au mois de décembre. Oui, donc, mais là avec ces divergences monétaires, qu'est-ce que vous craignez concrètement? Vous me disiez je suis prudente, je crains qu'il y ait des ruptures dans le marché. Quand il y a beaucoup d'attentes, ça veut dire que les niveaux de valorisation dans le marché intègrent des niveaux d'attente très forts, et si ces attentes sont déçues, eh bien il y a des effets correctifs qui peuvent s'opérer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire c'est dans les niveaux de valorisation aujourd'hui pratiqués par les marchés que ce niveau d'attente très fort, en particulier du côté de la BCE, me semble un brin excessif. Parce que de la même manière qu'Éric disait tout à l'heure que le mouvement d'ajustement monétaire américain va être très lent, très progressif, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'espérance des marchés, des opérateurs de marché, c'est encore plus vrai sur le marché du crédit, je pense, que sur le marché des actions, est surdimensionnée par rapport à ce qui va être réellement délivré par le banquier central. Donc, s'il y a déception par rapport aux attentes, il y a correction, surtout quand on vient de se prendre 10% de rebond. C'est-à-dire que Mario Draghi a peut-être créé lui-même trop d'attentes à nouveau, et donc recréer les conditions d'une déception sur les marchés? Ce sont les marchés qui sont excessifs, c'est pas forcément Mario. Ah oui, mais ils sont excessifs parce que Mario a parlé aussi. Bien sûr. Il a été assez explicite. Éric, c'est l'œuf ou la poule? Je ne sais pas si les marchés actions... moi, il se trouve que je suis positif sur les marchés actions, mais bon, je vais expliquer pourquoi. Je ne suis pas euphorique en pensant que les bénéfices vont accélérer. Au contraire, on devrait les revoir en baisse. Bien que sur les actions européennes, le fameux triptyque dont on parlait, il y a son maximum aujourd'hui, le triptyque pétrole, taux, dollar. Au moment où on se parle, je crois qu'on doit être à 1,07 sur le dollar, le Brent à 43 dollars, donc le pétrole, et puis les taux, l'OAT à 0,82, 83. Donc ces trois facteurs sont positifs pour les actions européennes. Au-delà de ça, on n'est pas forcément positif pour les actions européennes, sur les actions, parce qu'on pense que les bénéfices vont exploser. Mais si on pense, et là encore une fois, on verra comment la Fed se comporte, mais si on pense qu'on est dans une politique de taux qui va rester relativement basse, par rapport à ce que je disais, notamment sur la croissance et l'inflation, et qu'on a finalement un univers de taux zéro sur le court, et puis entre moins de 1 en Europe, et puis autour de 2 aux États-Unis, et là ça sera une vraie question, il faudra voir jusqu'où ça va aux États-Unis. Après, je dirais que par défaut, vous avez des actions qui rapportent, qui ont un rendement entre 3 et 3,5%. Alors là, de deux choses l'une, soit vous ne croyez pas à la soutenabilité des dividendes, style Arcelor, vous dites toutes les actions vont couper leurs dividendes, et auquel cas effectivement vous n'allez pas sur les actions, soit vous croyez que c'est soutenable. Et moi, je pense qu'en moyenne, c'est soutenable, et vous faites un arbitrage. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous avez des flux, des allocataires qui se retrouvent avec... soit vous allez sur des obligations qui rapportent pas beaucoup,
qui sont soi-disant sans risque. Enfin, ça c'est un débat aussi. Est-ce que les dettes d'État sont réellement sans risque? Soit vous avez des actions, et si vous pensez que le rendement va tenir, vous avez des flux qui se propagent d'un endroit vers un autre. Donc c'est pas forcément de la réflexion. Oui, mais vous, votre pari, c'est quoi? C'est les actions, justement, à l'orée de ces décisions monétaires qui vont arriver en décembre? Moi, je pense. Mais la décision monétaire, encore une fois, si c'est 0,25 et puis qu'on a la certitude que ça sera peut-être 50 points de base de plus en 2016, c'est pas beaucoup. Vous voyez, donc après, la question, c'est si ça dérape et si on commence à avoir des Fed Funds qui dépassent 3%. Alors là, on reverra le discours. Mais tant qu'on est dans la perception de taux bas et de rendement relativement élevé, il y a des arbitrages et c'est un peu mécanique. Vous voyez, toujours les actions, toujours positif sur les actions. Sur les actions européennes, oui. Oui. Stratégie équivalente à la française? Non, on est plus prudent tactiquement. Très très concrètement, on a baissé notre niveau d'exposition de 60% à 40% sur nos gestions flexibles. Donc c'est un mouvement significatif. On l'a fait finalement pour des raisons qui sont proches de celles que décrit Eric. Justement, tous les leviers sont allumés au vert. Donc les valorisations intègrent pour nous toutes les bonnes nouvelles qu'on peut attendre sur taux, pétrole, devises. On estime quand même que, à l'image de ce qu'on a observé sur la saison des résultats troisième trimestre, qu'on est plutôt dans une zone qui est une zone de nouvelle microéconomique qui est terne. On ne va pas les qualifier de mauvaise, mais c'est plutôt terne. D'un point de vue macro, on a déjà parlé, c'est terne également. Et donc on pense, nous, que l'année prochaine, on aura du mal à avoir une dynamique boursière qui soit à l'image de celle qu'on a eue cette année, qui est extrêmement porteuse, 15% sur les bourses européennes, et que finalement cette dynamique boursière, elle va être proche des dynamiques de croissance des résultats. Et la croissance des résultats, l'année prochaine, on l'attend, nous, péniblement au-dessus de 5%. Voilà, donc quand on attend 5% de croissance boursière avec les niveaux de volatilité qui prévalent aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres sujets et on va regarder les taux américains monter et on va en remettre un petit peu parce que pendant ce temps, le rendement s'accroît et avec eux, un certain nombre d'actifs risqués à fort rendement qui nous paraissent reprendre de l'attractivité. Donc c'est un peu le mouvement qu'on opère. Et avec une croissance des bénéfices attendue en hausse de 5%, on va dire, c'est vrai que les analystes abaissent d'ailleurs peu à peu leurs prévisions sur la croissance à venir des bénéfices des entreprises. Il faut cibler au maximum les entreprises de croissance. Eric, il faut encore plus faire de la sélection dans les secteurs qui pourraient le plus porter les portefeuilles des investisseurs. Oui, alors deux choses. Je reviens sur ce que disait Pascal. Effectivement, on ne va pas attendre de très très bonnes nouvelles. Encore une fois, on peut avoir quand même une hausse des PE. Alors après, on pourra parler de bulles, mais on peut avoir une hausse des PE. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, on se dira c'est trop cher. Sur les secteurs, je dirais il y a un peu la tarte à la crème. Aujourd'hui, si on veut paraître intelligent, on dit qu'il faut éviter l'automobile parce que Volkswagen, il faut éviter tout ce qui est à connotation chinoise emerging, donc toutes les valeurs industrielles. Et donc, qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent? C'est quand vous étiez, si on parle des valeurs françaises, sur Unibail et Vinci, ce genre de valeurs. Bon, à un moment donné, il y a un écart de valorisation énorme entre les valeurs dites défensives et puis les valeurs dites cycliques industrielles. Bon, nous on pense que tout a un prix et à un moment donné, on est revenu sur des valeurs industrielles qui verront un ajustement à la baisse des résultats. Je vais être très clair là-dessus. Il n'y aura pas de bonne surprise là-dessus. Mais à un moment donné, tout a un prix. C'est-à-dire que c'est déjà anticipé par le marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on pensait qu'elles feraient 100 en base 100 de bénéfices. Elles feront sans doute 80, mais elles ont été évaluées comme si elles faisaient 30 ou 40. Donc, vous voyez, il y a un effet de balancier, quoi. Voilà. Donc, attention à les fausses bonnes idées de se dire on va que sur les valeurs défensives. Oui, parce que maintenant, elles ont atteint des valorisations que vous jugez suffisantes. Certaines d'entre elles. Et donc, pourquoi pas faire tourner les portefeuilles et ne pas hésiter à racheter ce qui a baissé récemment. Oui, alors après, il faut tenir les positions parce que c'est pas facile d'être sur ce genre de valeur. Merci à tous les deux. Pascal Auclair pour la Française Asset Management et Eric Turgeman pour OFI AM. Merci à tous les deux pour ce face-à-face du jour. Et en cette fin de matinée, Cédric, le CAC gagne toujours 1%, 4956 points. Restez avec nous dans un instant, on va aussi répondre à vos questions sur votre patrimoine, sur votre argent. Envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com.